La première réflexion que je voudrais vous proposer, elle porte sur la curiosité. Il n'y aurait pas de science dans l'histoire humaine s'il n'y avait pas ce moteur étonnant qui est en nous, la curiosité. La curiosité, c'est une propriété du cerveau, bien sûr, que nous a légué l'évolution et que l'homme a développé à l'extrême, informé par nos sens, pas seulement la vision, mais tous nos sens. Nous percevons le monde extérieur et il nous pose des questions, ou plutôt nous nous posons des questions à son sujet. Pourquoi le ciel est-il bleu le jour, noir la nuit, rouge au coucher du soleil, blanc ou laiteux quand la brume ou les nuages emplissent l'atmosphère? Pourquoi? On voit bien que ces questions naissent de cette interrogation informée par nos sens. Parfois, on pense que pour faire de la science, pour répondre aux questions que nous nous posons sur le monde, il faut des instruments compliqués, télescopes, microscopes, voltmètres, toutes sortes de machines aux noms complexes qui aujourd'hui représentent des appareils parfois un peu effrayants, un microscope électronique, une sonde à résonance magnétique nucléaire, un radiotélescope, un accélérateur de particules, toute machine qui semble mettre la science à une grande distance et la réserver donc à des spécialistes. La curiosité serait-elle devenue l'apanage de ces seuls spécialistes? Ne serait-elle plus à la portée d'un enfant? Les questions que ses yeux brillants de curiosité, dit-on justement, suscitent chez lui, dans son dialogue avec ses camarades, avec le maître, n'auraient-elles plus de réponse? Cela, si c'était vrai, voudrait dire que la science s'est déplacée, qu'on ne peut plus la faire avec ces phénomènes que justement nos sens nous apportent, j'allais dire, tout cuit, la couleur du ciel, la couleur des feuilles, la couleur de l'eau, ou l'absence de couleur de l'eau ou de l'air. Mais nos sens, ce sont des instruments de mesure. Nous avons aujourd'hui, grâce à la technique, le moyen d'en construire d'autres plus précis, qui vont fouiller davantage les détails, comme le microscope, qui recueillent plus de lumière, comme le télescope, qui permettent une mesure. Mais même nos sens nous permettent la mesure. Le battement de notre cœur est une horloge naturelle, assez précise, qui bat à peu près la seconde, et qui est à la disposition de chacun. On peut évaluer le rythme d'un pendule dans la salle de classe avec comme seule horloge, comme seul chronomètre, le battement du pouls. Donc nos sens sont déjà, et tout particulièrement la vision, qui est un sens extraordinairement perfectionné par l'évolution, nos sens sont déjà des outils de mesure de monde. Donc nous avons les outils de mesure, nos sens, ou d'appréciation, plus chaud, plus froid, plus lourd, moins lourd, plus haut, plus bas, rouge, vert, jaune, bleu. Tout ceci, ce sont des premières mesures du monde que nous procurent nos sens et sur lesquelles, justement, la curiosité va s'exercer. Mais une dernière remarque sur la curiosité, c'est qu'il y a une différence entre voir et regarder. Nous voyons beaucoup de choses, mais nous en regardons bien peu. La différence, c'est notre capacité d'attention. Et justement, le regard de l'enfant, et ô combien est-ce vrai pour le regard du nouveau-né, nous le savons, l'intensité de son regard, c'est un regard de nouveauté. Trop souvent, l'adulte regarde le monde d'un air blasé. Il en a tant vu. Et il a toujours le sentiment qu'il faut aller ailleurs pour regarder. Eh bien, le regard de la curiosité, c'est justement celui qui va regarder le monde vraiment, au lieu de le voir superficiellement. Et en le regardant vraiment, alors, il verra des choses qu'il n'avait pas vues auparavant et qui sont justement les objets de la science. L'imagination. Des questions sont posées. Comment y répondre? Quelle réponse proposer? Je vois une éclipse de lune.
tout d'un coup, en quelques dizaines de minutes, 1 heure ou 2, la Lune progressivement est mangée par l'ombre, une ombre. Et puis, elle disparaît presque. On ne voit plus qu'une lueur rougeoyante, très belle, forme circulaire, les mers apparaissent encore. Quelle explication proposer? Je mets mon imagination en route. Je mets celle des enfants en route. Le scientifique, dans son laboratoire, met son imagination en route. Il vient d'observer un phénomène, il l'avait provoqué, le cas échéant, il a fait une certaine expérience, quelque chose se passe. Pourquoi? Il faut maintenant proposer des réponses aux questions. L'imagination peut vagabonder. Dans l'exemple de l'éclipse, elle a vagabondé dans l'histoire. Un dragon aurait-il mangé la Lune? Les mythes sont infiniment respectables parce que ce ne sont pas des histoires de contes de fées sans signification aucune. Au contraire, c'est le premier effort pour imaginer. Mais l'imagination du scientifique, celle de l'enfant dans la classe de sciences, va suivre un chemin bien particulier. C'est que parmi toutes les propositions que la fécondité de cette imagination peut proposer, eh bien, certaines vont mieux résister que d'autres. Mais résister à quoi? Eh bien, résister à l'expérience, justement. C'est-à-dire que cette imagination va être contrôlée progressivement par la réalité des choses autour de nous, par la nature. Et que, en proposant des formes d'explication qui tiennent mieux la route, si je peux utiliser cette expression, on va se rapprocher de la réalité des choses. Il sera infiniment plus pertinent, par exemple pour la prédiction des éclipses, de dire que c'est en entrant au cours de son mouvement autour de la Terre, dans l'ombre de la Terre, que la Lune subit une éclipse, plutôt que de dire que c'est un dragon qui a mangé pendant un moment la Lune. C'est un long chemin. Dans le cas, l'exemple que je propose, les Babyloniens l'avaient déjà franchi, les Grecs aussi. C'est un long chemin, mais c'est celui que nous proposons aux enfants. Alors, ils ont ce merveilleux avantage d'avoir une imagination très active. Ils ont ce défaut de ne pas savoir comment contrôler par l'expérience la proposition ou les propositions diverses de l'imagination. À nous de faire le rapport entre les deux et par là même de retrouver cette démarche de base du scientifique. La nature. On pourrait penser que le savoir scientifique construit au fil des siècles, dans l'explosion actuelle de la science depuis le XXe siècle, est une collection admirable et un peu impressionnante qui remplit les étagères des bibliothèques, qui remplit les bases de données accessibles sur Internet, et que la communication de la science, celle qui se fait entre professeurs et étudiants ou entre maîtres d'école et élèves, eh bien, c'est un transfert de ce savoir qui est dans les livres, et Dieu sait si on a consacré de l'énergie à le bâtir, à l'élève qui le reçoit et qui a bien de la chance de le recevoir. Mais ce n'est pas tout à fait ça, la science. La science, je l'ai dit déjà, ce sont des questions. Ce qui est dans les livres, ce n'est pas les questions, c'est les réponses. Provisoires, peut-être, que la science a construites. Mais dans la transmission, il y a un acteur qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est l'acteur essentiel. C'est la nature, c'est le monde qui nous entoure. Ce sont les phénomènes qui nous entourent, les objets techniques qui nous entourent. Et on ne saurait mettre cet acteur dans la coulisse. On ne saurait réduire le contact avec la science, que ce soit celui d'un élève de maternelle, de CM2, de troisième, de terminale, d'un étudiant d'université ou d'un chercheur qui apprend toujours au cours de sa vie, on ne saurait le réduire à une absorption livresque de ces contenus. Et quand on fait ça, d'ailleurs, la nature se rattrape.
elle nous rattrape au tournant. Elle nous montre qu'on a justement oublié de regarder quelque chose de très important et que ce petit détail qui a été omis, eh bien, il met par terre une certaine partie, il peut mettre par terre une certaine partie du savoir livresque. C'est donc une pédagogie à trois, le maître, l'élève et la nature. Et c'est en regardant ensemble la nature, en l'interrogeant par l'expérience, avec une expérience bien choisie, en voyant sa réponse, qui quelquefois est très claire, qui bien souvent n'est pas très claire et qu'il faut décoder ou interpréter ou proposer une autre expérience qui va coincer, si je puis dire, la nature, mais c'est elle qui mène le jeu. Et c'est pour ça que si elle est absente du laboratoire, on fabrique un savoir dogmatique, très vite inefficace. Si elle est absente de la salle de classe, on fabrique une transmission livresque, d'un savoir livresque, qui n'est d'abord pas très intéressante, qui va parfois même provoquer l'ennui, et qui, de toute façon, oublie l'acteur essentiel. Un bien grand mot peut-être. Qu'est-ce que la vérité a à faire ici? Eh bien, faire de la science, c'est faire naître de la vérité. Non pas faire naître la vérité, mais faire naître de la vérité. C'est-à-dire dans ce dialogue constant entre le chercheur, la nature, faire apparaître qu'il y a des affirmations, donc des mots, des phrases, des formules, des explicitations, du français en somme, ou de l'anglais, ou une langue en tout cas, qui va dire sur ce que je vois, sur ce que j'observe, sur ce que j'expérimente, des propos qui deviennent tout d'un coup indépendants de moi, qui prennent un statut d'objectivité, pour employer un autre mot un peu savant, qui font qu'en quelque sorte, ils m'échappent. Mais acquérir ce statut magnifique d'élément de vérité, ça ne vient pas tout seul. Pour qu'une affirmation prenne ce statut, par exemple, le dragon mange la lune lors de chaque éclipse de la lune, voilà, c'est raté. C'est un petit pas en avant, parce que c'est une tentative d'explication, mais c'est une phrase qui ne va pas résister très longtemps. En revanche, la seconde, l'ombre de la Terre, résiste bien. On a fait un pas vers la construction d'une vérité. Ça ne se fait pas tout seul. Si l'intuition, l'imagination, la curiosité sont des caractéristiques de chacun d'entre nous, la construction de ce corpus de vérité, elle, est un travail collectif, un travail d'échange avec mon voisin, avec mon collègue, avec mon correspondant à l'autre bout du monde, avec l'enfant qui est à sa table, dans le groupe d'enfants, l'échange d'arguments, la réflexion commune. Est-ce que l'argument que je te propose, tu as un contre-argument à m'opposer? Cette construction d'un peu de vérité est une œuvre collective qui, dans la communauté scientifique, se fait par toutes sortes de mécanismes, d'articles, de revues, mais qui, dans une classe, se fait par l'argumentation, la question, la réponse, ton argument tient, ne tient pas, le maître propose. Et on a finalement construit ce que l'on pourra apprendre comme un résumé de la séance, apprendre par cœur éventuellement, pourquoi pas, comme quelque chose d'assez solide. Peut-être pas infiniment solide, peut-être que l'année suivante, peut-être que 10 ans après, on pourra améliorer ce petit bout de vérité que l'on tient et qui est de la science. Dans cet échange, on a besoin de lire et d'écrire, c'est un fait. On a peut-être besoin de compter aussi, mais on a surtout besoin de raisonner. Les arguments ne tiennent que parce que la raison va être là pour les guider, les valider, les infirmer.
Lire, écrire, compter, oui, bien sûr, mais raisonner, parce que c'est le chemin tortueux, laborieux, plein de détours vers un peu plus de vérité. Unité de la science, bien entendu. Nous avons appris de la science à l'école, lors de cours de physique, de chimie, peut-être d'astronomie, de géologie, de biologie, de botanique. Et puis voilà qu'on parle de science. Alors, qu'est-ce que c'est que ces disciplines dans lesquelles nous avons été formés? Pourquoi est-il nécessaire de cloisonner la science en disciplines? La réponse est simple. Par commodité et un peu plus par nature de l'objet qui nous intéresse. Si je m'intéresse aux étoiles, je ne vais pas utiliser les mêmes outils, les mêmes concepts, les mêmes instruments que si je m'intéresse aux cellules. Ça tombe sous le sens. Si je m'intéresse à l'atmosphère de la Terre, encore d'autres outils. Et si je m'intéresse aux propriétés de l'acier ou du fer ou du bois ou du papier, encore d'autres outils. Donc il faut bien construire des outils spécifiques. Mais tous ces champs d'action de la science ont en commun quelque chose qui est ce chemin qui passe par curiosité, imagination, expérience, élaboration d'un discours de vérité. Et c'est ce trait commun à toutes ces disciplines qu'il nous faut faire percevoir aux enfants. Les chercheurs eux-mêmes, qui, par fonction et par nécessité, habitent ces champs disciplinaires. Je suis physicien, tu es chimiste, elle est biologiste, sont bien obligés d'oublier ces catégories pour, quelquefois, les faire converger sur un objet de nature qui, lui, n'est pas construit en discipline. Prenons l'exemple du changement climatique, dont on parle tant en ce moment. Le changement climatique, est-ce un problème de physique, de chimie, de biologie? On dit environnement. L'environnement est-il un problème de physique, de chimie, d'astronomie, de météorologie? Les cycles de la Terre, c'est de la géologie bien sûr, mais contrôlé par l'astronomie, l'orbite de la Terre autour du Soleil, et la chimie, le trou d'ozone en est un exemple, etc., etc. Voilà un problème central pour l'humanité, dans lequel les approches disciplinaires n'épuisent pas le problème, et c'est uniquement dans la capacité de synthèse et de compréhension de ce que la science nous permet de dire et de prédire. Le niveau de la mer montera-t-il de 10 cm, d'1 mètre, dans un siècle? Eh bien, c'est autour de l'unité de ces savoirs que peuvent se construire des réponses. Donc, quand nous formons le tout jeune esprit des enfants dont nous avons la charge, essayons de leur donner ces différentes étapes avant que les contraintes de l'enseignement ultérieur les amènent à cloisonner des savoirs.